Derrière un voile de brouillard se cache une terre de secrets et de mysticisme que l'on nomme Mysteria. Village suspendu à flanc de falaises abruptes, grandes cascades et arbres immenses, un paysage d'une beauté inégalée dans le continent de Raf, les gens peuplant cet endroit préfèrent la simplicité et la tranquillité de la vie recluse. C'est en ces lieux qu'Enigma, le registre ancestral, accomplit sa mission éternelle de guider les esprits égarés pour les ramener dans l'étreinte du chi cosmique. À l'aide, ô grand registre, un esprit a pris possession des sandales de mon mari et répand de la boue sur mon plancher propre, est une phrase qui résume bien le quotidien d'Enigma. Pour l'aider dans sa mission, elle est accompagnée de Cosmo, parchemin de tapisserie ancestrale, un rouleau spectral vivant. Surexcité comme un jeune chiot, fourbe et joueur, Cosmo se comporte comme un véritable animal de compagnie et aide Enigma dans son devoir éternel. Éternel en effet, car Enigma est dans un cycle de réincarnation sans fin. Elle seule est le registre ancestral, titre qu'elle porte depuis de nombreuses vies, mission qu'elle a accomplie depuis toujours. Il paraîtrait même que dans une vie précédente, elle aurait été comme une sœur pour Nu, ayant grandi ensemble au temple de la lune immortelle, amis d'enfance séparés par le temps. Mais ça, Enigma n'en a plus aucun souvenir. Et elle continue son devoir au service du temple et de la paisibilité de Mysteria, encore et toujours. Voilà pour le petit lore de Madame Enigma. Hop là. Et bonjour à tous. Bonjour YouTube, toi qui nous rejoins. Aujourd'hui, petite présentation d'Enigma. On fait le tour des héros de Mysteria, Enigma étant un héros que je joue depuis la sortie quasiment de Miss Veil. J'adore les héros, et en même temps, comme ça, on va finir la boucle sur les héros de MST. Donc Enigma, Ledger of Ancestry, la tapisserie ancestrale, le registre, excusez-moi, ancestral, ça commence fort. Le registre ancestral, donc en français, Enigma est une illusionniste avec le talent mystique. Donc c'est un héros de MST, vous le savez peut-être, tous les héros de MST ont ce talent mystique. Donc c'est une illusionniste qui est basée sur la pose d'aura et la disruption. Donc comme la plupart des illusionnistes, en fait le gameplay va être de poser un board, voilà, d'avoir différents alliés qui vont vous aider, enfin pas des alliés parce que c'est un mot-clé précis dans Flesh and Blood, mais voilà, c'est d'avoir des sortes de créatures sur le board, un peu comme un Magic, et d'utiliser ces créatures pour attaquer votre adversaire. Ces créatures vont aussi du coup vous servir de défense, puisque ici les auras de Enigma sont basées sur le mot-clé Ward. Ward qui est un mot-clé qui dit que lorsque vous devriez prendre des dégâts, et ben l'aura se détruit et prévient X dégâts, X étant le nombre qui succède au mot-clé Ward. Par exemple les Spectral Shield, qui est l'aura par défaut de Enigma, a le mot-clé Ward et un petit 1 après, donc c'est-à-dire qu'il peut prévenir un dégât lorsque vous devriez en prendre. Donc pour revenir sur les auras, Enigma, qu'est-ce qu'elle fait? Enigma dit que la première attaque de Spectral Shield, ce tour-ci, coûtera 1 de moins à activer. En effet, l'arme d'Enigma lui permet d'attaquer avec ses wards et d'attaquer avec un montant d'attaque égal au numéro de ward que l'aura possède. Et une fois par tour, en instantané, vous pouvez pitcher 3 de chi, créer un Spectral Shield avec un compteur +1. Donc on reviendra après sur les compteurs +1 pour que vous compreniez un peu mieux à quoi ils vont servir, mais ils sont très importants. Donc le principe d'Enigma, c'est qu'elle va jouer énormément de bleu pour pouvoir transcender. Le mot-clé transcender, en fait, va permettre de jouer une carte, d'activer sa capacité, qui est souvent une capacité qui ne fait pas grand-chose, entre guillemets, qui va par exemple vous permettre de gagner un point de vie, de mélanger votre deck, de donner go again à une attaque en cours, etc. Et une fois que cette capacité aura été activée, si vous avez joué une bleue précédemment, vous allez pouvoir transcender, donc retourner votre carte et avoir une carte qui s'appelle le Inner Chi, qui est une ressource qui va vous permettre
d'avoir 3 de chi en main. Donc le chi, c'est la ressource bleue que vous voyez typiquement sur la carte d'Enigma actuellement. Donc l'objectif d'Enigma est de transformer ses Inner Chi en carte Spectral Shield et d'utiliser donc sa capacité pas le plus possible, mais de manière relativement efficace. Et vous allez voir que beaucoup de cartes vont avoir des interactions avec les Inner Chi, ce qui va les rendre beaucoup plus puissantes. Alors actuellement Enigma a, j'allais zapper, mais actuellement Enigma a un taux, un niveau de ligne légende qui est quand même assez haut. Elle a gagné énormément de points sur la dernière saison de Rosetta, puisque la méta lui était plutôt globalement favorable, et que Conture Blessing, qui est une carte qui est sortie dans Rosetta, lui a permis de encore plus s'imposer dans cette méta-là. Et donc elle est actuellement à 690 points sur 1000. Je dirais que c'est pas pour autant que c'est pas un mauvais moment pour commencer à jouer le héros. Si vous aimez un peu les héros compliqués, les héros qui demandent énormément d'interaction, vous allez voir qu'Enigma vous offre ces possibilités-là, vous offre ce style de gameplay. Et en plus, il y a énormément de cartes qui vont sortir dans la prochaine extension Vienten, donc vous avez sûrement déjà entendu parler, qui vont aller contre le plan de jeu d'Enigma, qui vont surtout dire en fait qu'elle ne va pas pouvoir prévenir des dégâts de certaines attaques. Et ça, c'est quelque chose que Enigma veut faire, prévenir des dégâts. C'est le principe des auras qui ont ward. Si elle se fait attaquer par une attaque qui ne peut pas être prévenue, et ben ces wards ne fonctionneront pas et exploseront toutes. Parce qu'en fait, elles voudront prévenir, se C'est quoi ce bruit détruiront, de mais en con fait, la là? prévention ne fonctionnera pas. Et du coup, ça passera à l'autre ward qui voudra elle aussi prévenir. Ça ne fonctionnera pas, elle se détruira quand même, etc. Voilà en gros pour Enigma. Donc les cartes principales d'Enigma. Donc on a tout d'abord le Sacred Art, Immortal Lunar Shrine. Je ne connais pas son nom en français, veuillez m'excuser. Mais l'art sacré d'Enigma, donc chaque personnage de Part the Mistveil a un art sacré. C'est une carte donc, qui est possible d'avoir qu'en une seule fois dans son deck, car c'est une carte Legendary. Si vous avez joué une autre bleue, ce tour-ci, vous pouvez choisir les 3 modes. Que sont ces modes? Donc, soit vous créez 2 Spectral Shield tokens, donc les Spectral Shield, c'est le Ward 1 qu'on a vu juste avant, donc 2 Ward 1 qui vont vous permettre de prévenir de dégâts, mais aussi 2 armes potentielles. Vous pouvez mettre également un compteur plus 1 sur chaque aura avec Ward que vous contrôlez. Et enfin, vous transcendez, donc vous retournez la carte et vous allez gagner 3 de chi. Cette carte est très forte et rarement utilisée sans avoir déjà joué une autre carte bleue avant. Et puisque en fait, si vous jouez les 3 cartes bleues, si vous avez déjà joué une carte bleue avant et que vous jouez ensuite l'art sacré, vous allez pouvoir du coup créer 2 Spectral Shield tokens avec un compteur plus 1 dessus, puisque la première ligne va être résolue, vous allez créer vos 2 Spectral Shield, toutes vos wards vont gagner plus 1, donc si vous avez en plus de ces 2 autres Spectral Shield déjà sur votre terrain, sur votre board, d'autres wards, elles vont gagner un compteur plus 1. Et ensuite vous allez transcender. Et avec ce transcend, vous allez pouvoir activer de nouveau Enigma et recréer un Spectral Shield avec un compteur plus 1. Donc rien que cette carte, si vous avez déjà joué une carte bleue, va vous permettre d'avoir 3 Spectral Shield avec un compteur plus 1 sur le board au minimum. Donc la carte est trop bien et permet vraiment d'aller de l'avant et d'attaquer plein de fois avec 2 de dégâts et va vous permettre vraiment d'agresser de plus en plus votre adversaire tout en posant des choses pour vous protéger de manière assez solide. Je vais revenir sur les compteurs plus 1 parce que du coup on n'en a pas parlé. Le compteur plus 1, donc je vais passer sur la diapositive d'après parce que vous le verrez, en fait il va être utile parce que comme vous voyez, l'arme d'Enigma, donc le Cosmo, Scroll of Ancestral Tapestry, dit que pendant votre tour, les auras que vous contrôlez, donc qui ont ward, sont des armes avec donc l'attaque qui est égale à la valeur de ward qu'elles possèdent, et pour 1, vous allez pouvoir attaquer avec. Si vos auras ont des compteurs plus 1 dessus, elles ont go again, et du coup vous allez pouvoir continuer d'attaquer avec toutes vos wards. Du coup, vraiment l'intérêt des compteurs plus 1 est d'avoir ce go again naturel que vous n'avez pas, sinon si vous n'avez pas ces compteurs plus 1. Et du coup il est ultra important, pour pouvoir justement attaquer avec le plus de wards possible. Donc ceci étant dit, c'est pour ça que l'art sacré est aussi fort.
Et puis c'est une carte voilà, typique d'Enigma. Ensuite, Manifestation of Miragai. Alors, je rigole parce que la carte, soit elle est aimée parce que vous jouez Enigma, soit elle est détestée parce que vous avez joué contre Enigma et que vous l'avez déjà pris. Qu'est-ce que dit Manifestation of Miragai? Elle entre sur le terrain avec avec deux compteurs plus 1, pardon. Donc pour 3, c'est une bleue. Si vous la jouez comme ça, elle rentre sur le terrain avec deux compteurs plus 1. Si vous avez pitché un chi pour la jouer, au lieu de ça, elle rentre avec 4 compteurs plus 1. Et elle a Ward X, où X est le nombre de compteurs plus 1 dessus. Prenons le cas où un chi n'est pas pitché. Du coup, elle va rentrer avec deux compteurs plus 1. Du coup, elle va être Ward 2, puisqu'elle aura deux compteurs. Le truc, c'est qu'elle a deux compteurs plus 1. Du coup, lorsqu'elle va attaquer, elle aura Ward 2, et les deux compteurs plus 1 vont compter dans la valeur d'attaque que l'aura possédera. Du coup, elle va attaquer à 4. Du coup, si vous avez bien compris, si vous avez pitché un chi et que l'aura a 4 compteurs plus 1 dessus, elle va attaquer à 8. Et elle aura Go Again. Et vous avez énormément de choses pour pouvoir poser des petits compteurs plus 1 en plus dessus pour à chaque fois lui rajouter 2 d'attaque. Un compteur plus 1 est égal à 2 d'attaque en plus. Cette carte est trop bien. Elle vous permet déjà de vous protéger énormément si vous la pitchez avec un chi. Souvent, enfin, vous allez rarement la jouer sans avoir pitché de chi. Elle amène tellement de value sur votre board que genre vraiment l'intérêt de la jouer juste pour x égale 2 est nul. Vous allez souvent vouloir la garder en arsenal, attendre votre premier chi, jouer Manifestation of Miragai lorsqu'il arrive, et ensuite utiliser le Traverse the Universe, qui est le casque mystique dont on reparlera après, pour aller chercher votre deuxième chi quand votre deuxième Miragai arrive, et le jouer, etc. Et enfin voilà. C'est une carte qui fait des parties, qui permet de gagner des parties à elle toute seule, et qui est vraiment la carte, enfin l'arme ultime de Enigma contre énormément de decks, que ce soit des decks aggro ou des decks contrôle. Et ouais, le fameux, comme dit Pierre dans le chat. Et enfin, Restless Coalescence. Alors, Restless Coalescence, moi j'adore la carte. C'est une carte, comment dire, c'est une carte en fait qui a pas fait autant de bruit que Manifestation of Miragai. Et pourtant, je trouve que c'est une carte aussi forte, voire plus forte que Manifestation of Miragai. Alors, je vais m'expliquer. Et je vois que Globox a utilisé son Prime. Merci beaucoup, mec, pour ton Prime et pour ton abonnement. Ouais, les illustrations sont folles. C'est vrai que Sebi Choupinou nous dit dans le chat que les illustrations sont folles. Effectivement, les illustrations d'Enigma sont incroyables. Et, d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais peut-être enlever ma tête pour que vous voyez totalement Restless Coalescence. Alors, Restless Coalescence, qu'est-ce qu'elle dit? Quand elle rentre dans l'arène, donc quand vous la jouez, c'est un instantané. Quand vous la jouez, vous pouvez mettre autant de compteurs plus 1 qu'il y a sur les autres auras dessus. Donc, c'est-à-dire que si vous avez par exemple, je sais pas, uniquement un Manifestation of Miragai sur le board avec 4 compteurs, vous pouvez déplacer jusqu'à 4 compteurs de ce Manifestation of Miragai sur le Restless Coalescence. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un Manifestation of Miragai avec 0 compteur et le Restless avec 4. C'est voilà, le Restless va arriver et prendre autant de compteurs qu'il veut qu'il y a sur le board. Il n'est pas obligé de tous les prendre, vraiment il en prend autant qu'il veut. Et une fois par tour, en instantané, vous pouvez enlever un de ces compteurs pour créer un Spectral Shield token. Et de base, il a Ward 2. Pourquoi la carte est trop bien? Parce qu'en fait, elle va vous permettre de gérer plus facilement les breakpoints. C'est-à-dire que lorsque vous allez... Lorsque vous allez, par exemple, affronter typiquement une Aurora. Actuellement, Aurora, c'est un héros qui fait beaucoup d'attaques en breakpoint. C'est-à-dire que la plupart des cartes défendent à 3 dans Flash and Blood. Un breakpoint, c'est quelque chose qui passe au-dessus de ce 3, donc beaucoup d'attaques à 4, principalement pour Aurora. Avec toutes ces attaques à 4, Aurora, pour Enigma, elle est chiante. Elle est chiante parce que elle va vous demander de bloquer souvent avec 2 cartes.
Le truc, c'est que si vous avez un Restless Coalescence sur le board, vous allez pouvoir enlever un petit compteur, créer un Spectral Shield, et du coup, au moins, ne pas avoir à bloquer plus que ces 4, enfin plus qu'avec une carte, sur au moins une attaque. Il peut faire ça une fois par tour, donc c'est-à-dire qu'il peut le faire tant au tour adverse qu'à votre propre tour. Si vous avez besoin de rajouter un petit tic de dégâts et prévoir un Spectral Shield pour le tour d'après contre votre adversaire ce Spectral Shield qui aura attaqué et qui va également tanker une des attaques le tour d'après, c'est totalement faisable. Et c'est là que c'est très très fort. Et dans le miroir, cette carte est incroyable puisqu'elle vraiment, vous allez souvent genre stacker énormément, enfin jouer une carte avec beaucoup de compteurs dessus, bah typiquement Miragai, vous allez attaquer avec Miragai, puis vous allez jouer Restless Coalescence, vous allez prendre peut-être pas tous les compteurs, mais 3 compteurs, vous allez attaquer avec, donc elle va attaquer à 5, et ensuite vous allez recréer un petit Spectral Shield qui va revenir attaquer à 1, et en fait ça va vous permettre d'essayer de gérer le board adverse de l'Enigma. Et souvent les parties se font se gagnent grâce à Restless Coalescence. Si vous êtes vraiment derrière, la plupart du temps, le seul moyen de revenir devant, c'est de jouer un Restless Coalescence qui va être massif. J'ai vu quelqu'un revenir justement au Calling Lyon, Loïc, je fais un gros bisou. On jouait à côté l'un de l'autre, c'est un Lyonnais. Et, et je le voyais, il était en galère et tout dans sa partie, il était à 1 PV, son adversaire était à 40, il a fait un tour Restless, et de là il est revenu des enfers et a gagné la partie. Enfin voilà, c'était incroyable à voir, et c'était totalement bien maîtrisé de sa part, c'était trop trop stylé. Donc voilà, Restless Coalescence, super carte aussi. Et alors, petite remarque, ces 3 cartes sont des instantanés. Très peu commun dans Flesh and Blood, les instantanés. Dans Enigma, vous allez en avoir beaucoup, et c'est ça qui fait qu'elle va être potentiellement aussi difficile à jouer, c'est parce que vous allez avoir énormément de, de moments où vous allez pouvoir jouer des cartes, et ou peut-être que jouer cette carte à ce moment-là était un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard par rapport à ce que vous auriez dû faire, et c'est là que vous allez vous en rendre compte et vous dire ok bah enfin il aurait fallu que je joue comme ça, etc. Loïc Le Goat, totalement Zelkir TCG, voilà, qui le dit. Je le dis aussi honnêtement, c'est le mec qui m'a le plus impressionné sur Enigma, en tout cas en France. Et ouais, Loïc Le Goat, et puis trop sympa, donc voilà. Mais du coup voilà, les 3 cartes principales de Enigma qui font que vous allez retrouver dans tous les decks. C'est honnêtement des cartes incontournables et qui font pas tourner le deck, mais je trouve, qui caractérisent très bien la manière de jouer d'Enigma. Maintenant, les équipements. Alors, les équipements, on a donc Traverse, donc Cosmo, je vais pas revenir dessus puisqu'on en a parlé. Mais on a Traverse the Universe. Alors, Traverse the Universe, qui est un casque mystique, qui dit que lorsque vous défendez avec, vous pouvez aller chercher dans votre deck un chi et le mettre dans votre main. Et ça bloque à 2. Vous pouvez le faire qu'une fois puisque ça a Blade Break. C'est une super carte. Si vous arrivez très récemment dans Flesh and Blood, énormément de gens ont parfois crié au ban de Traverse the Universe. T'arrives, il y a Miragai, mec, c'est un signe. D'ailleurs, Papa Pool qui vient d'arriver, je tiens à le remercier parce que sans lui, il n'y aurait pas cette présentation puisque j'ai été retardé dans mon boulot aujourd'hui. Donc gros cœur sur toi, mec. Voilà, petit aparté clos. Mais ouais, Traverse the Universe, c'est un casque, c'est un des meilleurs casques du jeu. Si ce n'est le meilleur casque du jeu. En fait, ça va vraiment vous permettre, à n'importe quel moment, de jouer votre Miragai quand vous voulez. Enfin, ça vous permet vraiment de faire tourner le deck d'une manière totalement plus optimale que si vous ne l'aviez pas. Que ce soit défensivement ou offensivement, si vous avez besoin soit de chi, soit même juste d'une bleue en plus, vous pouvez totalement vous dire ok, Traverse l'univers, ça part, et j'ai besoin de ce chi, j'ai besoin de cette bleue, d'aller la chercher pour pouvoir faire, je sais pas, attaquer tout mon board, parce que je sais pas, j'ai une main qui brique rouge alors que j'ai besoin de continuer à mettre la pression pour retrouver le kill, etc. Traverse l'univers, c'est là pour ça. La manière la plus optimale, effectivement, de le jouer, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous avez votre deuxième Miragai, parce que le premier aura été joué sur le premier Chi, sur le premier Transcend souvent. Vous avez votre deuxième Miragai.
Si votre main est bien et que vous prenez pas trop la sauce, vous défendez avec traverse, vous récupérez votre chi, vous avez déjà votre chi pour jouer votre deuxième Miragai, et on repart. Vous avez 5 cartes en main, peut-être une carte en arsenal, et on repose des wards, ce sera des points de vie gagnés, et en même temps on va attaquer avec, et Miragai il arrive à 8, go again, et ça snowball, et effet boule de neige, vous inondez votre adversaire d'attaque, de ward, et souvent il a trop du mal à revenir, quoi. Donc voilà, traverse, super carte, j'ai pas vraiment besoin de revenir 40 000 fois dessus. C'est vraiment une super carte. Fiandal's Spring Tunic. Alors, pourquoi avoir mis Fiandal's Spring Tunic? Parce que la carte est générique, la carte est jouée dans énormément de decks, etc. En fait, elle va vous permettre de faire cette petite attaque que vous ne pourriez pas faire lorsque vous êtes sur la défensive. Je m'explique. Il y a plein de fois où vous allez vous retrouver, typiquement avec un Miragai. Vous avez votre Miragai, vous avez votre Transcende, enfin votre Chi, pardon, et ces cartes défendent pas, vous pouvez pas les bloquer avec, mais vous avez votre tunique de up, donc vous savez que vous allez au moins pouvoir jouer votre Miragai et attaquer à 8 avec. Et déjà, votre Miragai, il aura du coup attaqué à 8, il aura Ward 4, donc vous pourrez prévenir de manière optimale 4 dégâts, et donc en 2 cartes, plus le pitch tunique, vous aurez fait 12 de value. Si vous allez voir la vidéo sur notre chaîne YouTube sur la value des cartes qu'a fait Enki, vous allez voir que 12 de value en 2 cartes, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ouais, non, honnêtement, ce petit pitch unique, il va vous permettre souvent d'attaquer. C'est honteux. Oui, c'est totalement honteux. Non, c'est vrai que c'est honteux. C'est honteux. Vous allez voir que ce petit pitch unique, c'est vraiment le pitch qui va vous permettre d'attaquer une fois de plus avec une aura, qui va vous permettre à chaque fois de rajouter ces petits dégâts en plus qui vont vous permettre de gratter votre adversaire ou juste de lui demander de lâcher une carte en plus parce qu'il est proche de la mort. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'optimiser encore plus vos tours, de sublimer encore plus vos attaques. Et voilà, la carte est, je pense, enfin c'est même pas je pense, c'est honnêtement, je me vois pas jouer sans, tellement elle permet de débriquer certaines mains et d'agresser encore plus que ce qu'on pourrait faire sans ce torse. Donc voilà. Petite carte aussi qui aurait pu être dans ce top 3, ce sont les Meridian Pathway. Je ne sais, comment elles s'appellent en français? Les. J'ai plus. Je les avais, mais j'ai plus. Bref, les Meridian Pathway, qui sont les bots d'Enigma qui sont sortis, donc qui sont Mystic Illusionist, qui sont sortis également dans Part the Miss Veil, qui disent que donc pour 3 de chi, vous pouvez jouer n'importe quelle aura en instantané. Donc ça c'est cool. Donc pour la plupart des auras de Part the Miss Veil, ce sont déjà des instantanés, donc ça ne sert à rien. En revanche, il y a beaucoup d'auras qui sont sorties dans Everfest, qui sont de très très bonnes auras, qui sont jouées dans certains builds, et qui... Enfin, le fait de pouvoir payer un chi et de poser autant d'auras, chemin de méridien, je pense pas que ce soit chemin de méridien, les méridiens pas faux, circuit méridien, merci, merci le chat. Voilà, les circuits méridiens. Mais ouais, ces auras, en fait, elles ont un mot-clé qui ne sera, je l'espère, plus créé dans Fab, mais qui ont le mot-clé Spectra, qui fait que si vous les attaquez, enfin, le seul moyen de les détruire, en gros, c'est de les attaquer. Le truc, c'est que quand vous les attaquez, le chain link ne résout pas, le maillon de chaîne ne résout pas, et du coup, vous allez perdre votre point d'action. Même si vous avez Go Again, vous allez perdre votre point d'action parce que le Go Again ne sera pas fait, et du coup vous n'allez pas regagner votre point d'action. Donc ce mot-clé Spectra il est très fort, et du coup pouvoir pitcher un chi dans ses bots et poser ne serait-ce que 2 de ces auras là sur le board, ça veut dire que votre adversaire va devoir passer 2 attaques, 2 tours à perdre, à détruire ces auras là. S'il ne veut pas que ces auras vous permettent d'améliorer vos tours, etc. Et en plus, parce que là je vous ai parlé que de l'effet qui est rarement utilisé, mais qui est quand même utilisé, en plus, à chaque fois que vous pitchez un chi,
pour n'importe quoi, hein, à chaque fois que vous allez pitcher un chi, vous pouvez donner Ward 3 à vos circuits méridiens. Donc voilà, quand vous le voulez, si vous pitchez 3 chi, vous allez pouvoir donner Ward 3 à vos circuits méridiens. Vous allez donc pouvoir vous prévenir de 3 dégâts. Et du coup, c'est trop bien pour prévenir des dégâts qui vont vous empêcher de vous faire détruire votre board. Petit exemple, vous avez du mal à défendre parce que vous avez, je sais pas, vous avez beaucoup d'instantanés en main, du coup vous n'avez pas de cartes qui bloquent, etc. Vous pouvez totalement faire votre Ward 3 en pitchant et en jouant votre manifestation of Miragai. Vous avez votre manifestation of Miragai qui est sur le terrain avec 4 compteurs. Vous allez prévenir 3 dégâts et le tour d'après, il vous reste 2 cartes pour faire ce que vous voulez avec, dont attaquer avec votre manifestation of Miragai. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, petit clin d'œil au circuit méridien. Alors, pour ce qui est du descriptif global du deck et de sa jouabilité, je vais repasser sans ma tête, ce sera plus simple pour vous. Donc comme je l'ai dit, le deck est relativement complexe. Enigma est une illusionniste et mine de rien, on s'est rendu compte qu'avec les 3 illusionnistes, enfin 4 pardon, illusionnistes qui sont sortis, les 2 prismes, Dromai et Enigma, la classe est globalement complexe à jouer. Elle vous propose énormément de décisions à prendre, qui peuvent être toutes des décisions décisives pour la suite de la partie. Et du coup, vraiment, en plus, Enigma rajoute le fait d'avoir énormément d'instantanés. Donc, comme je vous le disais, ça multiplie les moments où vous pouvez jouer vos cartes et où vous pouvez avoir des interactions avec les cartes adverses. Et donc, ce qui fait que pour quelqu'un qui débute, le héros peut paraître très complexe et peut. Parfois, des héros aussi complexes, si vous avez l'impression, lorsque vous allez les essayer pour la première fois, souvent, qui font rien. Parce que bah, vous allez poser vos wards, vous allez vous les faire raser, et puis bah, vous allez prendre quelques dégâts. Puis le tour d'après, vous allez reposer des wards, vous allez vous les refaire raser, et puis vous allez prendre quelques dégâts, et ainsi de suite. Et en fait, ouais, comment dire, la manière de jouer le deck est vraiment subtile, et vous allez vraiment genre découvrir au fur et à mesure des parties, au fur et à mesure que quelqu'un qui connaît les interactions va vous les expliquer. Vous allez vraiment genre rentrer dans la manière de jouer Enigma, et c'est là où je trouve ça, après ça devient agréable. C'est question de point de vue, mais c'est là où vraiment ça devient très agréable de comprendre toutes ces interactions que vous pouvez faire, toutes ces petites subtilités de play que vous pouvez réaliser. Et voilà. Mais du coup, ça rend vraiment le héros très compliqué, mais qui est, je trouve, un très bon héros à prendre en main si vous voulez bah, un peu de challenge. Bon. Je vous dirais, si vous n'avez pas l'habitude des TCG, de ne pas vous lancer dessus direct. Il y a des héros qui sont beaucoup plus simples à prendre en main, et voilà, pour les bases de Flesh and Blood, c'est peut-être plus simple de partir sur autre chose. Mais si vous avez déjà un peu de connaissance de Flesh and Blood, que vous maîtrisez un peu bien, et que vous avez envie de vous lancer un challenge, et que vous aimez bien le héros, allez-y, franchement, les yeux fermés, le héros est trop agréable à prendre en main, etc. Au niveau de son agressivité ou de sa défensivité, on est globalement sur un 50-50. Le deck est bien sûr légèrement plus défensif qu'agressif, puisque l'objectif est de poser du board et de défendre son board, hein, et que son board en lui-même vous permet de vous défendre. Mais en fait, il peut vraiment devenir très agressif, puisque vous allez en fait jouer des cartes qui vont amener de la disruptivité et qui vont vous permettre, lorsque vous faites raser votre board contre notamment des héros qui y arrivent très bien, notamment les héros très agressifs comme Viserai, comme Zen, comme Aurora, vous allez surtout en fait jouer ces cartes-là, il y a des cartes qui vont attaquer à 9 par exemple pour 3, d'autres cartes qui vont voilà, proposer de la disruption comme les Command and Conquer, comme les Weakest Link, etc. Toutes ces cartes-là, ce sont des cartes qui rentrent dans le deck parce que c'est des cartes qui vont vous permettre de changer de plan de jeu contre ces decks qui vont facilement vous enlever votre board. Côté interaction value brute, pareil, on est sur un 50-50. Je pense que ça résume en gros très bien ce que j'ai dit sur ces 5 dernières minutes. C'est on cherche vraiment à en même temps
poser un board pour pouvoir se défendre, et en même temps réussir à faire attaquer ce board, à prendre le maximum de value sur les auras que vous allez poser. Juste poser une aura comme ça, et qu'elle soit pétée par votre adversaire le tour d'après, souvent c'est pas bon. Vous allez perdre en valeur sur vos cartes. En revanche, l'objectif c'est vraiment d'essayer de les défendre de la manière la plus optimale, et de garder la valeur de ces auras-là, de les garder en vie, et plus vous les gardez en vie, plus vos auras vont prendre de la valeur au niveau de la carte en elle-même, la valeur de la carte, et plus vous allez du coup être bien dans votre partie. Le deck est du coup globalement flexible. Effectivement, hein, vous avez ce plan de jeu de pose de board contre les héros qui ont du mal à lancer plus de 1-2 attaques. Je pense globalement à gardien. Moi qui suis de base un joueur gardien, j'ai subi le problème, je connais, je sais à quel point c'est dur de passer ce genre de héros. Des héros qui vont vous poser du board, où vous allez devoir jouer plein de cartes qui ont go again pour pouvoir espérer gagner. Enfin, c'est vraiment très très dur. Et en même temps, il a cet autre, pas plan de jeu, parce qu'il joue aussi ces cartes-là contre des classes qui ont ce genre d'archétype, mais ce plan de jeu, voilà, très disruptif, agressif, objectif, lancer juste une attaque avec une attaque physique qui va attaquer à 6, à 7, à 9, et pour espérer enlever des cartes de la main de l'adversaire, et ou en tout cas lui réduire son tour par des effets négatifs, comme par exemple avec Erase Face. Alors petit bémol, le deck est globalement coûteux parce que il joue la plupart des staples, donc des cartes les plus jouées en générique. Donc comme on l'a mis ici, globalement le deck en compétitif coûte 200€. Le problème c'est que on a 650€ de cartes qui sont les 3 Command & Conquer, les 3 Warmonger et les 3 Weakest Link. Alors, ne pas avoir ces cartes ne vous empêchera pas de jouer Enigma de la manière dont vous avez envie de la jouer, mais je pense que vous connaissez la valeur de ces cartes, à quel point elles sont fortes, notamment Command & Conquer. Ce sont des cartes qui sont quand même très très adaptées au plan de jeu d'Enigma, de la disruption. On essaye d'enlever un maximum de cartes à votre adversaire, et ça permet en même temps de mieux s'en sortir dans les plans de jeu agressifs. Enfin, contre des plans de jeu agressifs. Donc voilà, le deck de base est pas trop cher. En revanche, le fait d'être globalement dans l'obligation de rentrer ces Command & Conquer, ces Warmonger, ces Weakest Link, ça en fait un deck globalement plus onéreux que la moyenne. Donc voilà. On va finir par les forces et les faiblesses, ce qui va nous permettre globalement de bien résumer ce qu'on a dit sur le héros. Donc les points forts d'Enigma, donc le deck est flexible, donc ça on le dit depuis maintenant 5 minutes, il va pouvoir s'adapter tant au match-up agressif qu'au match-up défensif. Les match-up défensifs, l'objectif c'est de poser un maximum d'aura et de les garder en vie en défendant juste la grosse patate que l'adversaire en face va envoyer. Et contre les decks agressifs, vous allez vouloir leur enlever un maximum de cartes de la main en leur envoyant des cartes qui font de la disruption. Donc effectivement, dans un premier temps, Enigma peut potentiellement noyer l'adversaire sous ses auras, s'il y a peu de maillons de chaîne adverse, donc globalement les gardiens. Elle est aussi résiliente à la plupart des disruptions, grâce justement à toutes ses wards, elle va pouvoir, et aussi aux instantanés, elle va pouvoir tourner autour des disruptions et poser des wards en instantané si elle en a besoin pour éviter de se faire péter d'autres cartes, etc. Enfin voilà, elle peut vraiment, grâce à toutes ces cartes instantanées, réussir à tourner autour de la plupart des disruptions que va vous proposer votre adversaire. C'est quoi ce bruit de con là ? Et merci, Wills, pour le follow, bienvenue dans la commu. Et du coup, elle va vraiment vous permettre d'être serein, on va dire, sur lorsque votre adversaire va vouloir vous proposer ce genre de disruption. Et l'avantage, c'est qu'elle peut très bien jouer avec 2 cartes, comme avec 4 cartes. Avec 2 cartes, l'objectif souvent, ça va être justement d'envoyer une attaque physique, ou en tout cas d'essayer de poser une aura en plus et d'attaquer avec 2 auras si vous avez votre pitch unique
qui est présent. Et avec 4 cartes, bah là l'objectif ça va être de reposer un board, de remettre un peu la pression en attaquant un peu avec, et pourquoi pas finir avec une attaque physique de nouveau, etc. Donc voilà. Pour ce qui est des points faibles, en revanche, elle est très sensible donc aux grandes chaînes de combat. C'est pour ça qu'elle a énormément de mal, notamment au tout début, lorsque Part the Mistveil est sorti, elle avait énormément de mal contre Zen, parce qu'il pouvait faire 7-8 chaînes de combat, enfin 7-8 par maillon de chaîne, ce qui est vraiment énorme, et ça, Enigma en fait elle pouvait pas exister, elle avait pas assez de disruption pour empêcher Zen de faire ce genre de... Enfin voilà, pour empêcher son plan de jeu d'exister. Et à côté de ça, enfin voilà, elle a maintenant aujourd'hui Aurora, Viscerai, Zen maintenant qui est un peu revenu avec les nouvelles listes un peu plus tournées sur les tigres. Ce sont également des match-ups qu'elle aime souvent pas trop rencontrer. Parfois, elle a effectivement des mains défensives très dures à gérer. Justement, j'en parle souvent avec les cartes instantanées que vous allez retrouver dans vos mains, qui vont pas défendre, que vous allez juste pouvoir jouer, et souvent vous allez vous retrouver juste avec une carte qui défend, qui sera même pas potentiellement une bleue, donc vous pourrez pas pitcher à votre prochain tour, et vous allez vous retrouver avec 3 instantanés que vous allez pas pouvoir jouer, parce que si vous les jouez maintenant, vous allez juste perdre de la valeur sur vos cartes. Et du coup voilà, il y a vraiment des moments où vous vous dites ok bon, cette main elle est pas folle, qu'est-ce que je fais? Et ces moments là je trouve qu'ils sont très intéressants, où vous devez réfléchir. Est-ce que du coup si j'ai un board, tant pis je laisse partir, j'essaie de reconstruire derrière. Est-ce que au contraire je peux essayer de peut-être jouer mes instantanés pour consolider mon board et pouvoir faire un truc quand même le tour d'après, enfin voilà. Il y a des mains qui sont très dures à gérer, notamment défensivement, et je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans le héros, c'est qu'il n'est pas non plus donné clé en main. Et enfin, par contre, elle est très très sensible à la destruction d'équipements. Comme on le disait, la tunique et surtout le Traverse de l'univers sont des cartes très importantes pour Enigma. Et si certaines personnes arrivent, non, certaines classes arrivent, je pense notamment aux mécanos avec les T-Bones, qui vous forcent à défendre avec des équipements, ou maintenant Jarl, qui détruit les équipements. Si ces héros-là arrivent et vous enlèvent rapidement votre Fiandal Spring Tunic ou votre Traverse, vous allez vraiment vous retrouver derrière, et ça va être très très dur de gagner ces parties. Donc voilà, je crois qu'on a fini effectivement avec l'ennemi Enigma. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous en avez, à suivre la chaîne, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!